Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons avec nous ce matin deux invités. C'est en prélude à la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous accueillons sur le plateau M. Arnaud Royer, qui est responsable du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, qui est donc accompagné de Patrick Pellissier. Patrick, qui lui est directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme. Très certainement, on va parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on va revenir aussi sur le rapport publié la semaine dernière sur la situation dans l'Artibonite, dans le département de l'Artibonite, où les gangs font la loi. Monsieur Royer, Arnaud Royer, bonjour et bienvenue à Métropole. Content de vous avoir. Merci. Merci. Monsieur Pellissier, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à l'invitation de Métropole. C'est pour moi un plaisir. D'abord, ce dimanche, ce sera donc le jour J. Et justement, avant cette date, nous vous accueillons pour nous parler de la situation des droits de l'homme. Vous êtes en Haïti, vous observez, d'ailleurs c'est ce qui vous a permis de réaliser ce rapport sur la situation. Mais globalement, pour parler des droits de l'homme aujourd'hui, dans le pays, en Haïti, en plus du rapport, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, donc, dans peu de jours, ce week-end, on va célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut savoir que ce document a été écrit, signé à la suite d'une période terrible en Europe. 2 guerres mondiales, menaces nucléaires, un holocauste. Ce document est justement né des cendres de cette période pour donner une vision à l'humanité. Et souvent, on pose la question de savoir justement par rapport à Haïti, quel est le sens donné à cette célébration, alors que la situation, pour répondre précisément à l'une de vos questions, alors que la situation est quand même dramatique, Volker Türk a parlé de cataclysmique en matière de situation des droits de l'homme. Alors c'est dans ces moments de turbulence, dans ces moments d'incertitude justement, que ce document est critique, parce qu'il donne une vision. Donc là, vous ne parlez pas du récent rapport, vous parlez du document de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De cette déclaration. Alors, ça donne une vision. Il y a des promesses et des directions. C'est au moment justement où la situation est la plus critique, où la dignité humaine est la plus bafouée, qu'il faut se rappeler des grandes promesses et des grandes visions de ce document. Maintenant, la situation des droits de l'homme en Haïti, comme je l'ai dit, elle est dramatique. Le dernier rapport qu'on a publié il y a quelques jours l'indique, notamment dans l'Artibonite, mais pas uniquement. Chaque jour, les médias, vous en faites partie, et d'autres acteurs rappellent, documentent, informent sur justement les actes commis par les groupes criminels à travers le pays. Et ça, c'est vraiment très, très inquiétant. Merci, M. Royer. M. Pellissier, vous êtes directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme. Vous avez les pieds sur terre en Haïti. Vous vivez, je dirais, les violations presque systématiques, et je dirais, des droits de l'homme. Je voudrais que vous partagiez avec nous comment vous vivez cette expérience
nouvelle que font les Haïtiens aujourd'hui. Violation systématique des droits de l'homme, des droits bafoués, les droits même élémentaires bafoués. Et si votre travail, en tant que directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme, c'est pour dénoncer, il n'y a presque plus rien à dénoncer puisque tout le monde est au courant de ce qui se passe. Comment vous vivez ce qui se passe? Êtes-vous fier de votre travail, M. Pellissier? D'abord, permettez que je vous remercie pour l'invitation et que je revienne sur un point que M. Royer vient d'adresser qui est extrêmement important. C'est le contexte dans lequel la Déclaration universelle a été adoptée. Donc, le contexte d'après la guerre. Et il y avait une trilogie indivisible qui a été conçue à l'époque. C'est d'abord une déclaration de principe, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et ensuite il y aura des conventions, et en troisième lieu, il sera nécessaire que les États respectent leurs obligations. Donc ça, c'est une trilogie indivisible et que le monde s'était donné justement pour garantir les droits, pour assurer la sécurité après la Seconde Guerre mondiale. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est justement un appel à tous et à toutes pour protéger les droits. René Cassin l'a dit, et M. Royer vient de le dire, c'est un phare. Moi, je dirais que c'est une sorte de miroir dans lequel les États peuvent se regarder, et c'est aussi un instrument d'évaluation pour savoir à quel point on en est aujourd'hui. Et pour ce qui nous concerne au niveau de l'Institut haïtien des droits de l'homme, vous anticipiez, parce que quand même, j'allais consacrer une bonne partie de l'émission à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est pas grave. L'engagement, le fait d'approuver la Déclaration universelle des droits de l'homme, je parle des pays, et jusqu'où peut-on considérer cette approbation comme étant un engagement des pays? Bon, justement, et laissez-moi finir avec votre première question pour ce qui concerne l'Institut. Non, puisque vous avez commencé avec la déclaration, vous pouvez terminer. Et je relance. J'aurai le temps quand même de revenir avec la question. Est-ce que l'approbation est synonyme d'engagement de la part des pays membres? Ça, c'est important. Dès 1945, ça a été discuté à San Francisco que la Charte des Nations Unies devait contenir une déclaration universelle des droits de l'homme. Mais on avait compris qu'au départ, on ne peut pas défendre les droits de l'homme par une simple déclaration. Et c'est pour ça que cette déclaration est une sorte de matrice. Une matrice qui va donner naissance certainement à des conventions et des traités. Donc, étant donné que la déclaration a une approche philosophique, la déclaration a un message humaniste, eh bien, les États avaient été d'accord sur le principe de la déclaration. Mais la déclaration contient un ensemble de droits qui seront après conventionnalisés. La convention entraîne un engagement. La convention entraîne des responsabilités beaucoup plus drastiques. Et pour appuyer ces conventions, il y a des instruments de contrôle sur l'application des droits qui sont reconnus par ces différents instruments. Et c'est là l'engagement. C'est-à-dire, l'engagement n'a pas été au départ. L'engagement, c'est tout un processus. Et dans les instruments, les traités, les conventions, qui sont des instruments juridiques internationaux, eh bien, il y a justement cette notion importante d'engagement, que les États s'engagent à respecter les droits reconnus par cet instrument. Très bien. Maintenant, la question? La question, c'est que justement, la première, l'Institut haïtien des droits de l'homme fait un travail, je dirais, complémentaire, mais un peu différent. Nous ne faisons pas la dénonciation. Nous avons compris que depuis 1986, il y a des institutions qui font la dénonciation. C'est très important parce que lorsqu'on dénonce, on représente la bouche des victimes dans les oreilles des autorités. Mais l'Institut a choisi de développer une approche académique des droits de l'homme, parce que c'est extrêmement important. D'une part, on dénonce, mais d'autre part, il faut diffuser, il faut former, il faut informer, et c'est là justement que nous avons choisi de nous engager dans ce champ académique. Très bien, merci. Dans le rapport, M. Royer, on a fait état d'un certain nombre de réseaux criminels
qui fonctionnent dans l'Artibonite. Environ une vingtaine, si je ne m'abuse, près de 700 membres pour la vingtaine de membres de réseau, je dirais. Mais entre-temps, entre la date de la publication du rapport et aujourd'hui, 8 décembre, il y a de nouveaux éléments qui montrent à quel point les malfaiteurs sont cruels. Avez-vous entendu les derniers cas? Oui, effectivement. Écoutez, on continue. Le rapport, pour nous, est une étape. C'était un moment important, justement, pour, comme vous le signalez tout à l'heure, pour dénoncer et alerter la situation. Mais on continue à observer la situation et à travailler dans la zone. Il y a quelques jours, effectivement, il y a je pense que beaucoup de vos auditeurs et téléspectateurs ont été informés de ce cas d'une jeune fille qui a été tuée de 2 balles dans son vagin parce qu'elle refusait d'être violée encore une fois par un chef de gang. Effectivement, les abus ne s'arrêtent pas. Les abus continuent. Ce n'est pas le seul. Dans la même zone, alors c'était le cas qui a été le plus médiatisé, je dirais, à travers les médias sociaux. Mais nous, tous les jours, on reçoit des cas, on est informé, parce qu'il y a des acteurs qui, effectivement, dénoncent. L'Artibonite, actuellement, beaucoup d'associations. Je regardais aussi à Saint-Marc, qu'il y avait une manifestation contre les kidnappings aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas. Voilà. À qui est destiné le rapport? Quand on sait, par exemple, les Haïtiens sont tous au courant de ce qui se passe déjà dans leur pays, ils prennent des précautions pour la plupart pour ne pas se rendre dans les zones à haut risque. Par exemple, tenter de traverser Martissan, aujourd'hui Mariani, Canaan et autres. Les gangs pullulent. C'est-à-dire tous les Haïtiens sont au courant déjà du fonctionnement des réseaux de malfaiteurs. À qui le document est destiné? Et là, le rapport. Effectivement, il est destiné à trois destinataires particuliers. Le premier, et ça revient sur les obligations de l'État, qui s'est engagé à travers différentes conventions à protéger les droits de la personne, donc les autorités haïtiennes, premier. Le deuxième concerne la communauté internationale, qui a aussi un rôle à jouer, on pourra en parler de manière plus particulière. Et le troisième s'adresse aussi à la société civile. Ce sont toujours nos 3 partenaires en matière de droits de l'homme. Les autorités, la communauté internationale et la société civile. Et on a fait dans ce rapport une série de recommandations à ces 3 acteurs en fonction de leurs obligations, en fonction de leurs moyens, prenant en compte les réalités aussi du pays. Et voilà, en fonction du contexte, donc de faire des recommandations qui pourraient, selon nous, être mises en œuvre à court terme et moyen terme. Monsieur Royer, vous êtes représentant du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti. Vous avez indexé en quelque sorte 3 secteurs, les autorités haïtiennes, la communauté internationale et en dernier lieu la société civile qui, elle, est là, n'a pas les armes, n'a pas les moyens, mais peut dénoncer, peut faire du bruit aussi. Mais les 2 premières entités, bon pas entités, les 2 premiers indexés, les autorités et la communauté internationale. Selon vous, est-ce que les autorités et la communauté internationale ont joué leur rôle en Haïti, selon vous, dans la lutte contre les gangs armés, contre l'insécurité? Écoutez, si on repart sur le rapport, on l'établit clairement. Des exactions très graves sont commises par les gangs dans des endroits très précis de l'Artibonite, notamment du bas Artibonite. Des routes sont ciblées dans des endroits particuliers. La réponse n'est pas suffisante, sinon on ne serait pas à ce niveau de violence et de violation. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, et on prend en compte les réalités aussi du terrain, donc les manques de moyens opérationnels, de plus en plus humains. Comme vous le savez, il y a de nombreux départs
dans beaucoup d'institutions en Haïti. Malgré ça, des actions, effectivement, des actions supplémentaires pourraient être menées. Des actions concrètes supplémentaires pourraient être menées à la fois par les autorités haïtiennes, notamment les autorités policières, les autorités judiciaires, malgré les grandes difficultés qu'ils rencontrent, et de même pour la communauté internationale. Il ne faut pas minimiser non plus le rôle que peut jouer la société civile. Effectivement, la société civile n'a pas un rôle de prise d'armes, ou absolument pas. Mais ils peuvent, là où par exemple les autorités ne sont pas présentes, ils peuvent aussi apporter une réponse. Parce qu'il y a une réponse, je dirais sécuritaire, mais pas uniquement. Quand vous avez des paysans qui sont attaqués dans l'Artibonite, des terres détruites, des infrastructures détruites, vous avez des femmes, parler des jeunes filles tout à l'heure, refusant d'être violées et tuées pour ça, des personnes violées. La société civile et les associations locales ont un rôle primordial, notamment, moi je pense, parce que justement il y a des problèmes d'accès. Et beaucoup d'intervenants ne peuvent plus y aller, sauf les organisations venant de ces communautés. Et elles ont un rôle, il faut les renforcer, parce qu'elles sont capables de donner une certaine réponse. Alors je dirais excuse, quelle excuse trouver pour la communauté internationale par exemple, dans sa volonté d'aider Haïti et qu'elle ne le fait pas? C'est pour ça que nous on rappelle certains mécanismes qui ont été mis en place par la communauté internationale. Premièrement, les deux plus grands pour moi mécanismes qui sont actuellement sur Haïti, c'est l'envoi de cette mission multinationale d'appui à la sécurité. Qui tarde. Et c'est pour ça qu'on demande également donc toute notre institution, que ce soit ici en Haïti, moi-même ou à Genève avec Volker Turk, demande au déploiement le plus rapide de cette force. Il ne faut pas oublier que lorsque Volker Turk est venu ici au mois de février, était l'un des premiers représentants des Nations Unies après le secrétaire général, a justement demandé le déploiement d'une telle mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc ça, c'est le premier mécanisme. On le dit clairement, on ne peut plus attendre. On attend, mais il faut qu'elle se déploie le plus rapidement possible. Deuxième, c'est les sanctions. On demande aussi au Conseil de sécurité, et je pense qu'il y aura des discussions sans doute dans les prochains jours, sur la mise, ce qu'on appelle donc la mise à jour. La mise à jour de la liste des Nations Unies. Parce que pour l'heure, depuis un an, il n'y a qu'un nom sur cette liste. Or, au mois de septembre, un panel d'experts a publié un rapport en établissant des exactions et des possibles liens entre certains individus et les gangs. Cette liste n'a toujours pas été mise à jour sur la base de ce rapport. Là, vous parlez de barbecue, non? À l'heure actuelle, il n'y a qu'un nom, effectivement. Et ce n'est pas une plaisanterie, parce que quand même, avoir le nom de barbecue sur une liste de personnes à sanctionner, vous avez une idée du genre de sanctions qu'on pourrait prendre contre lui? Le régime de sanctions des Nations Unies est clair. C'est des sanctions sur les voyages. Ne peut pas partir, ne peut pas voyager. Les sanctions financières, blocage des comptes et... compte en Haïti ou bien compte à l'étranger? Jusqu'à preuve du contraire, cette résolution s'applique à tous les États qui font partie, parce que c'est une résolution du Conseil de sécurité. Donc c'est sur tous les États où il aurait des liens. À votre avis, les Nations Unies auraient déjà enquêté sur les avoirs de barbecue de Jimmy Cherizier? Je ne suis pas dans cette section des Nations Unies, ça c'est le panel d'experts qui s'en occupe. Le plus important, vous me parlez tout à l'heure, vous me posiez la question en fait des responsabilités de la communauté internationale vis-à-vis d'Haïti. Tout à fait, oui. Par rapport à deux mécanismes. C'est un mécanisme qui est très important, qui permet de cibler des personnes. Et nous, ce qu'on demande, sans rentrer, parce que ce n'est pas nous qui enquêtons sur ces individus, c'est des unités spécifiques des Nations Unies, mais que sur la base de leur travail, le Conseil de sécurité aussi et les États membres prennent leurs responsabilités pour mettre à jour cette liste. Cette liste. Merci. Alors, M. Pélissier, Patrick Pélissier, juste un peu de patience avant la fin de la première partie de l'émission. Permettez que je demande à M. Royer, selon vous, quelles sont
ceux qui devraient figurer dans cette liste à mettre à jour? De quel secteur ces personnalités devraient-elles provenir? Je vais répondre à votre question en repartant sur la résolution. La résolution établit des critères pour être sanctionné. Atteinte à la sécurité, atteinte à la stabilité, atteinte et support aux violations des droits de l'homme. C'est-à-dire quiconque soutient, appuie, commet des violations des droits de l'homme, inclut des violences sexuelles, sont susceptibles d'être ciblés par cette résolution. Comme je vous l'ai dit, il y a des unités spécifiques qui travaillent sur cette question, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une série de critères qui établissent clairement quiconque pourrait, c'est-à-dire toute personne qui commet ces actes peuvent tomber sur cette liste. Et quel que soit le secteur. Politique, économique. Quiconque répond à ces critères, c'est pour ça que la résolution est un cadre, une série de critères qui ont été discutés au Conseil de sécurité, établis des personnalités, mais aussi des entités. C'est-à-dire qu'il y a des individus et des entités qui pourraient être listés par le Conseil de sécurité. Et c'est par prudence que le Conseil de sécurité tarde à mettre à jour, encore à rendre public cette liste? Peu importe la raison, moi je dirais. Et nous, on ne rentre pas dans la raison. Ce que l'on souhaite, et aux droits de l'homme, on pousse pour ça, c'est pour que des actes soient posés. Voilà. Peu importe les raisons, qu'elles soient, je dirais, comme vous l'invoquez peut-être, la prudence, d'autres raisons qui sont beaucoup plus complexes, qui sont peut-être liées à d'autres enjeux. Peu importe ces raisons. Le peuple haïtien n'a pas le temps d'attendre. Il a attendu pendant, je trouve, assez longtemps. On parle d'une certaine résilience. Moi, je n'emploierai pas ce terme, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Alors, j'ai entendu les réactions de certaines personnes sanctionnées par le Canada et les États-Unis, notamment. Ces gens-là annoncent leur intention d'exercer un droit de recours, arguant que ces pays-là s'inspirent de certaines déclarations faites par des membres de gangs ou encore des influenceurs et pour sanctionner. Donc on pense que ça risque d'être perçu comme étant une décision prise à la légère, peut-être même non fondée. Est-ce qu'il y a des précautions qui sont prises par les experts des Nations Unies pour éviter de telles accusations, selon vous? Donc là, on parle bien de deux mécanismes différents. Les mécanismes, moi, je n'interviens pas sur les mécanismes bilatéraux. Au niveau des Nations Unies, il y a toute une méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a eu le rapport public du panel, mais le rapport public est augmenté de documents qui sont confidentiels, qui sont transmis au comité donc, de sanctions, dont personne n'a accès, et qui alimentent en fait, ce n'est pas simplement des déclarations, ils alimentent leur rapport d'informations qui viennent confirmer le fait qu'ils se permettent donc de nommer certaines personnes. Sur cette base-là, je voudrais quand même préciser que dans le mécanisme des Nations Unies, parce que c'était parfois des questions qui me sont posées, il y a un mécanisme de rentrée et un mécanisme de sortie. C'est quoi? Le liste, quand on dit donc vous pouvez être listé et délisté. Donc des mécanismes sont prévus parce que effectivement toute personne, les personnes aussi qui figurent, ont des droits. Et nous on défend les droits, c'est la base des droits de l'homme. Tout le monde a des droits. Effectivement, les Nations Unies prévoient des mécanismes pour protéger les droits des personnes qui sont potentiellement sur la liste. Je parle bien des personnes qui sont sur la liste parce que... Jusque-là, il n'y a pas de liste. Si, on a une, avec un nom. Oh, un nom. Voilà, et c'est pour ça qu'on demande... Jusqu'où peut-on considérer la présence d'une personne... largement insuffisante. C'est largement insuffisant. Donc en ce sens-là, est-ce qu'on peut parler de liste? Parce que quand même, pour une liste, il faudrait au moins... Effectivement. Je présume. Vous avez raison. Une liste, c'est sans doute plus qu'un nom. Plus qu'un nom. Là, on a un nom, mais on n'a pas une liste. Effectivement, vous avez raison. Là, sur ce point, je vous rejoins. C'est pour cette raison qu'on demande
plus qu'une mise à jour, c'est effectivement que l'on augmente cette liste, qu'on la mette à jour sur la base du rapport. Et toujours, il faut garder à l'esprit pourquoi ces mécanismes sont là. Ces mécanismes sont là pour protéger la population haïtienne. Et je pense que parfois, dans certaines discussions, on oublie le quotidien. Et c'est très bien que vous m'ayez fait rappeler donc, ce qui s'est passé depuis la publication du rapport. Parce que chaque jour, ça se passe. Et on parle de personnes. Et on revient là sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les droits, je dirais, l'homme dans le sens large, hein, maintenant. C'est le droit de la personne qu'on devrait appeler cette déclaration. C'est pour les personnes. Ces mécanismes sont mis en place pour protéger les Haïtiens et les Haïtiennes. Voilà, c'est vraiment nous, en ce jour, c'est un message très important, c'est que la communauté internationale est là pour servir. Et les mécanismes qui sont mis en place sont des instruments qui devraient aller dans cette direction. Et quand ces instruments sont établis et qu'ils ne sont pas pleinement exploités, c'est là où les droits de l'homme interviennent, notamment à notre niveau, pour demander également au niveau de la communauté internationale de prendre les actes qu'ils doivent prendre. C'est ça. Merci, M. Royer. Alors, avant même d'enchaîner avec d'autres questions, je sais que M. Pélissier, Patrick Pélissier, directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme, a un mot à dire pour renchérir. Parce que si je lui pose une question, il va peut-être me dire « Laissez-moi, Wendell Théodore, ajouter quelque chose aux propos tenus par M. Royer. » Allez-y, avant la question. Je crois que j'ai raison. M. Royer a tout dit, vous avez raison, mais M. Royer a tout dit et concernant le régime des sanctions. Et c'est important de prendre en compte deux cas de figure. Premièrement, les sanctions sur le plan unilatéral, c'est-à-dire sanctions qui sont prises par un État contre un individu en Haïti. Donc, moi, en fait, je questionne déjà la valeur juridique de ces sanctions sur une personne prise par un État, et parce que, justement, ces sanctions ne sont pas prises dans le cadre de mécanismes d'entraide judiciaire, c'est-à-dire à travers lequel il y a des éléments qui sont fournis à la justice haïtienne pour pouvoir poursuivre ou sur demande d'une autorité haïtienne. Là, c'est juste un problème technique. Là, vous parlez des sanctions... Des sanctions prises par le Canada. Unilatérales, les sanctions unilatérales, c'est-à-dire prises par un État, le Canada, les États-Unis, etc. Mais en fait, pour ce qui concerne les sanctions qui vont être prises dans le cadre du système des Nations Unies, à ce moment-là, on aura un instrument beaucoup plus important parce que ces sanctions vont, au sens large, intégrer les principes généraux du droit et les accords que Haïti a signés. Vous ne trouvez pas cela curieux que les Nations Unies, que le Conseil de sécurité des Nations Unies mette tout ce temps avant de mettre à jour ou encore de rendre public sa liste de personnes sanctionnées ou de personnes à sanctionner, alors que la violence est permanente en Haïti. La violence des gangs est permanente en Haïti. Si le Conseil de sécurité, à travers ses experts, soupçonne des gens qui financent ou qui alimentent les gangs, selon vous, monsieur le directeur exécutif, pourquoi on met... Est-ce que c'est pour rendre la liste fiable? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait retarder ou encore ralentir le Conseil de sécurité dans sa démarche? Bon, moi, je peux vous dire ce que je pense, mais il appartient vraiment au Conseil de sécurité de faire savoir pourquoi exactement ils n'ont pas encore publié la liste. Et en fait, c'est une démarche assez fragile aussi, parce qu'il y a le momentum politique. Et à ce niveau, à mon avis, c'est pour des raisons politiques, est-ce que le moment est bien choisi? Donc, c'est-à-dire entre l'arrivée de la force internationale, probablement, et la publication de la liste, quel est le meilleur moment? Moi, c'est ce que je pense personnellement. Parce que ça va être une démarche à la fois juridique, mais à la fois politique aussi. Donc, il faut tenir compte des aléas
politiques et des défis, comment ça va changer la configuration de la situation politique. C'est ça, à mon avis. OK. Et pour, en fait, à l'occasion de la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que l'Institut a un programme spécifique ou encore particulier, je dirais? Demain, l'Institut aura un message à délivrer. Et ce message va constituer le lancement de toute une série de vidéos enregistrées sur, en fait, une thématique droits de l'homme chaque mois. C'est des capsules de 4 à 5 minutes, mais sur une thématique assez importante. Donc, demain, on aura l'occasion de parler des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est-à-dire, de manière générale, et de nous situer aujourd'hui en Haïti. Donc, on fera des rappels. On fera des rappels. On fera des rappels. Parce que les gens sont censés être au courant déjà, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Eh bien, écoutez, la répétition a toute une fonction. Non, je dénonce, je déplore pas. Je vous dis tout simplement que ce sera à titre de rappel. C'est toujours un rappel. C'est toujours un rappel. Et même la reconnaissance des droits au départ, c'est un rappel. 75e anniversaire. 75e anniversaire. Mais ce sera un rappel. Ce sera un rappel, mais il faut regarder aussi que, il y a 75 ans de cela, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée comme l'idéal commun de l'humanité tout entière. Mais aujourd'hui encore... Et M. Royer l'avait dit au début... Et aujourd'hui encore... avait même rappelé le contexte dans lequel ce document a été tout à fait. Adopté. Mais il faut dire encore qu'aujourd'hui, c'est pour nous, les Haïtiens, un but assez lointain. Oui. Parce que ce sont des objectifs qu'on a... Et parfois, on a même tendance à reculer. Des années-lumière. Voilà. Donc, et c'est ça, et c'est là l'importance. C'est pour ça que je dis que la déclaration n'a pas vieilli. Merci beaucoup, M. Patrick Pellissier. Merci, Arnaud Royer. M. Arnaud Royer. Je vous invite à observer la pause avec moi. On va revenir dans un instant pour la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Arnaud Royer, responsable du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, et Patrick Pellissier, directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme. Je rappelle que cette émission est réalisée, ou encore ce numéro de la rubrique Le Point, dans le contexte de la célébration des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Évidemment, comme on l'a fait, le public peut s'en rendre compte. Non seulement on revient sur le document, on parle du document, mais on parle aussi du rapport rendu public récemment par M. Royer. Je voulais bien profiter de votre présence sur le plateau pour établir une différence, s'il y a lieu, entre violence politique et violence infrapolitique. Ce que nous avons en Haïti aujourd'hui, étant donné qu'il y a une partie qui est consacrée dans le rapport à des hommes politiques qui ont instrumentalisé les jeunes, qui ont financé les gangs armés à des fins politiques. Ce que nous avons chez nous en Haïti aujourd'hui, c'est quoi? La violence criminelle. Criminelle. Oui. Menée par des groupes criminels. Effectivement, certains acteurs ont identifié des liens entre ces groupes criminels. Et on parle, il y a toute une partie sur les alliances au sein de ces groupes criminels, dans l'Artibonite, entre les groupes criminels de Port-au-Prince, et notamment de la coalition GPEP, et les groupes dans l'Artibonite, et aussi, on en parlait tout à l'heure, certains acteurs, que ce soit au niveau du panel d'experts ou de certains acteurs bilatéraux, ont établi des liens entre les hommes politiques et ces groupes criminels. Vous avez un mot à placer, M. Pellissier? En fait,
lorsqu'il y a ces genres de situations, avec une violence aussi systématique et qui a dépassé un certain seuil de gravité, il y a toujours derrière ces violences un conflit non identifié. C'est-à-dire, c'est les acteurs qui sont derrière ces groupes criminels. Et là, c'est là que, justement, je vous retrouve. En termes de violence politique, il y a une lutte pour le contrôle de certains intérêts. Et parallèlement, il y a aussi des groupes économiques. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'économie criminelle, où se trouve cet argent? Les enlèvements, les rançons, où se trouve cet argent? Donc, il y a beaucoup de questions, et justement, à se poser. Et en termes de comparaison, on peut regarder ce qui s'est passé, ce qui se passe déjà ailleurs, et en Colombie, au Mexique. Il y a des situations similaires. C'est-à-dire, il faut aller chercher les acteurs qui sont derrière. Il n'y a pas seulement une violence politique, à mon avis, il y a aussi une violence économique, il y a la violence des gangs, et ça constitue une trilogie de la violence, une trilogie, je dirais, de la mauvaise gouvernance, à mon avis. Dans le rapport, il est donc indiqué que l'impunité, je cite, est la norme pour les actes de violence sexuelle commis par les gangs. L'impunité est la norme. Vous ne trouvez pas que le renforcement de l'appareil judiciaire haïtien devrait figurer dans la liste des priorités des décideurs haïtiens ou de la communauté internationale? Nous parlons de violence sexuelle. En termes de violence sexuelle seulement? Écoutez, en général, puisque normalement nous disons que l'impunité est la norme. Justement, c'est pour cette raison que je vous demande si c'est seulement les violences sexuelles. Parce qu'en fait, il faut regarder au niveau des autres infractions. Et là, depuis, je dirais, le départ de Jean-Claude Duvalier, on n'est jamais parvenu à résoudre le problème de la réponse judiciaire à certaines violations, à certains crimes. Par exemple, en matière de corruption, récemment, l'Institut avait organisé un procès fictif sur la corruption, qu'on a intitulé le procès du siècle. C'est justement le procès du siècle, parce que le dernier procès qu'on a eu sur la corruption remonte au siècle dernier. Tandis qu'on a eu des institutions qu'on n'avait pas au 19e siècle, au moins 7 institutions de contrôle, des conventions internationales ratifiées, de nouvelles lois. Mais où est l'efficacité? Où est l'application? Et la justice occupe une position centrale, justement, joue un rôle fondamental et qui, justement, n'est pas encore exercée à ce stade qu'on est. Parce que la justice doit être au-dessus de la mêlée. On a l'impression que la justice, en fait, est aussi dans cette sorte de labyrinthe. On ne retrouve pas la justice à distance est capable de prendre des décisions, de sanctionner et de rétablir cette rupture sociale qui existe justement à travers les violations, à travers les crimes enregistrés partout. Et moi, je pense qu'à mon humble avis, il faut qu'il y ait une autre façon de voir cette justice. C'est déjà, d'une part, la vérité. Il faut qu'il y ait la vérité. C'est-à-dire les gens qui sont derrière ces violations. Cette situation qui s'est établie dans le pays depuis 4-5 ans. Deuxièmement, la justice, c'est-à-dire les sanctions judiciaires. Mais troisièmement, il faut qu'il y ait réparation des victimes. Et finalement, il faut qu'il y ait, ça c'est nécessaire, ça c'est extrêmement important, des garanties de non-répétition. C'est-à-dire, on ne doit pas revenir dans cette situation, une situation pareille. À l'avenir. Monsieur Royer, vous avez consacré du temps, de l'argent à enquêter sur l'Artibonite. Qu'en est-il de l'Ouest? On continue, en fait, on ne s'arrête pas. Vous savez, l'idée du rapport sur l'Artibonite, c'était pour nous justement, parce que sur l'Ouest, comme vous l'avez dit, tout le monde est au courant. Vous-même, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on apprend de plus
avec ce rapport, puisque tous les jours, on est informé, la population haïtienne, les autorités, de ce qui se passe à l'ouest. L'objectif juste du rapport, c'était aussi de montrer que ça se passait ailleurs. Et je pense que ça, c'est un élément important. Donc pour l'ouest, on continue. Hein, vous voyez ce qui se passe dans les zones périphériques, tous les actes. Je regardais tentative de kidnapping à quelques minutes d'ici, il y a quelques heures. Ça ne s'arrête pas non plus. Ce qui me permet, si vous me permettez, de revenir sur la question de la justice et l'impunité et la norme. Et là, je vais revenir sur la situation dans l'Artibonite, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les magistrats. Septembre-octobre 2022, des manifestations à travers le pays. Vous avez un ensemble de manifestations qui s'emparent de plusieurs villes. Les Gonaïves, de manière assez, je dirais, particulière, des gangs sont dans les manifestations et ciblent les autorités de l'État, notamment les tribunaux. Tribunal de première instance, saccagé, détruit, archives détruites. Tribunal des terres, vous savez que dans l'Artibonite, il y a 2 sections terriennes, attaquées, saccagées, détruites. Vous avez donc des magistrats qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus d'endroit pour pouvoir travailler. Vraiment plus d'endroit. Ils sont actuellement abrités dans un entrepôt, un ancien entrepôt de la MINUSTA, qui a été donc donné à l'époque quand la mission est partie, donc ils sont dans des conditions terribles. On leur demande effectivement de poser des actes. Alors, il y a une réalité de la justice qui a besoin de plus d'appui, c'est clair, mais en même temps, il y a des actes qui peuvent être menés. Et là, on revient sur les premiers points, sur nos recommandations, et ce que peuvent faire en fait ces acteurs par rapport à ce qui se passe. On parlait par exemple de la situation de cette jeune enfant qui a été tuée de 2 balles dans le vagin. Qu'est-ce qui empêche la justice de commencer à documenter? Prendre l'information, ils sont informés au niveau du parquet, de collecter, même s'il est impossible de mener des enquêtes telles quelles, parce que plus de bâtiments, plus de moyens, et plus de moyens de se déplacer non plus, parce que l'insécurité étant partout, ça n'empêche que l'information arrive. Donc des actes, la justice a son temps. Le politique a son temps, mais la justice a aussi son temps, qui est beaucoup plus long. Parce que justement, ça demande de la collecte d'informations, vérification et de silence des témoins. On doit commencer, c'est-à-dire que... Les secteurs que vous avez rencontrés, vous n'avez pas pensé à leur faire ce genre de suggestions? Si. Et notre rôle, c'est non seulement de faire des suggestions, mais de travailler avec eux. Comme M. Patrick Pellissier l'a signalé, il a un rôle dans le milieu académique pour soulever des questions et les traiter d'une certaine manière avec les secteurs de la société civile. Nous-mêmes, notre rôle n'est pas uniquement de dénoncer, d'alerter, c'est aussi de faire des recommandations. Si on fait des recommandations, c'est qu'on pense que la question nous échappe et que c'est à d'autres entités de pouvoir le prendre. Par contre, à notre niveau, notre rôle aussi, sur les violences sexuelles, sur d'autres champs, c'est de travailler avec les autorités. Juste à titre d'exemple, alors j'ai été dans une autre zone il y a quelques jours, j'étais avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au CAI pour travailler sur la question des violences sexuelles avec tous les magistrats, arrivant de Jérémy, de la zone des CAI et de Jacmel. Donc vous voyez, notre rôle dépasse sur ces questions-là le simple rôle de déclaration et d'appui. Nous, on ne fait pas seulement des suggestions. Lorsqu'il y a les moyens d'opérer, on crée des opportunités, en fait. C'est ça un peu notre rôle. Ce n'est pas de se substituer, mais c'est de créer des opportunités pour les acteurs qui ont la volonté de mettre en œuvre, de pouvoir justement apporter une réponse, avec à l'esprit toujours la population haïtienne. OK. Monsieur Pellissier, est-ce que, comme Monsieur Royer, vous attendez l'arrivée de la mission, vous attendez le déploiement de la mission internationale? Je pense que tout le monde attend l'arrivée de la mission. Pas tout le monde. Les gars ne l'attendent pas. De toute façon, ils se préparent. Donc, ils se préparent soit à y faire face ou à prendre la fuite. Donc, il y a une préparation de toute façon. Et ils ne souhaitent pas l'arrivée des forces militaires.
Mais tout le monde l'attend, cette mission qui tarde à venir. Et comme vous l'avez dit, et je pense que il y aura des défis quand même sur le terrain à partir de l'arrivée de la mission. Monsieur Royer, je vais vous poser à peu près la même question, mais formulée d'une autre manière. Est-ce que vous êtes optimiste quant au déploiement prochain de la force multinationale en Haïti? Écoutez, oui, sinon on ne demanderait pas son déploiement le plus rapide. Il y aura des défis, clairs, évidents. Et justement, c'est à tous les acteurs, et je pense en premier lieu aux acteurs haïtiens, de s'assurer justement que cette force soit une réussite. Au regard du passé, parce que n'écartons pas cette question, il y a un passé de présence de force, de mission multinationale sécurité. Avant c'était une force, c'est une mission. Il y a un passé. Haïti a une sorte d'histoire avec les forces internationales, qui date des années 90. Cette fois-ci, alors, il faut absolument que ça marche. Et c'est en ça qu'on fait tout, déjà, nous, pour qu'elle se déploie rapidement, mais une fois déployée, c'est que le début. Il y a tout une sorte d'écosystème qui doit se mettre en place, je dirais, avec chacun devant jouer son rôle. Et le premier rôle qui doit être joué, c'est à la fois pour moi, pour les autorités et pour la société civile haïtienne. Elles ont un rôle primordial à jouer dans le cadre du déploiement. Parce qu'on est dans un pays souverain, avec une population souveraine, et donc mettre en place les mécanismes pour s'assurer que ça soit un succès, et donc que notre optimisme, et oui je suis optimiste pour le déploiement le plus rapide, puisse être couronné de succès. Parce que c'est ça le plus important. C'est un moyen, en fait, c'est un appui. Donc, si vous dites que vous souhaitez le déploiement le plus rapidement possible, ça veut clairement dire que vous êtes certain que ça va se passer. Que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va se passer. Mais votre souhait, c'est que cela se fasse le plus rapidement possible. Effectivement. Entre-temps, vous aurez du pain sur la planche. Parce qu'on a l'impression que plus ça dure, plus on comptera des victimes. Oui, puisque ça se passe tous les jours, effectivement, plus on attend, plus les victimes s'accumulent. Le pain sur la planche... Est-ce que le commissariat n'a pas un rôle à jouer, par exemple, en encourageant les autres décideurs, dont le Conseil de sécurité, par exemple, à faire avancer les choses, accélérer les choses? C'est exactement le rôle que je tiens, que toute mon institution tient. Vous savez que parallèlement, bien sûr, aux rapports, aux déclarations publiques que l'on fait, il y a tout un travail que l'on fait avec les États membres, justement pour leur expliquer la situation. Parce qu'il faut savoir qu'Haïti fait partie du giron international, et donc il y a beaucoup, actuellement, au niveau international, de problèmes dans beaucoup de zones géographiques. Et notre rôle, c'est justement de garder Haïti sur l'agenda international. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours une chose facile, parce que au regard des différentes zones... Oui, les intérêts géopolitiques et tout ça. Oui, et les conflits, on est rentré dans une nouvelle période, on s'en rend compte, parce que nous on travaille sur les droits de l'homme, peut-être certains interlocuteurs ne s'en rendent pas compte, dans une nouvelle période des relations internationales, où vous avez une augmentation donc, de zones vraiment problématiques avec un niveau de violence important, et un repli, justement, de certains États sur eux-mêmes. Et bien sûr, ça affaiblit le multilatéralisme. Or, la réponse de la force, de la mission, c'est une mission multilatérale. Donc on compte, d'un point de vue géopolitique, si vous voulez, que ça soit une réponse multilatérale, et non pas une réponse bilatérale. C'est exactement ça l'objectif de cette force, de cette mission. Donc, vous voyez, notre rôle, effectivement, c'est nous d'engager. Il ne faut pas oublier que le Conseil de sécurité est fait d'États membres. Et donc, c'est d'engager les États membres pour, effectivement, dire quelle est la situation au quotidien en Haïti, la réalité de ce que vivent les populations, pour justement les pousser à agir plus rapidement. Donc, c'est un travail que l'on fait
Et on a des équipes, effectivement, qui sont à New York, qui sont à Genève et qui travaillent sur cette question. Merci, M. Waillé. Un dernier point. Là, je vais voir ce point d'abord avec M. Pélissier, Patrick Pélissier. Dans votre travail de réflexion sur les droits de l'homme, il s'est passé quelque chose de grave en Haïti dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, l'assassinat d'un président ou l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quelles sont donc les réflexions que vous avez faites sur l'enquête, sur l'état d'avancement de l'enquête? En fait, nous ne travaillons pas. Je parle de réflexion. Les enquêtes, mais justement, on est dans une dynamique de réflexion continue. L'Institut a été créé en 2014 et le lancement officiel a eu lieu en 2017. Et depuis 2017, nous avons mis en place des programmes d'appui à la recherche, des programmes d'appui à la réflexion, justement, sur les thématiques droits de l'homme. Et ces programmes d'appui concernent essentiellement des étudiants qui travaillent sur leur mémoire de sortie sur un sujet droits de l'homme, mais aussi des recherches qu'on effectue en appui à d'autres institutions internationales qui travaillent avec nous. Donc vous n'avez pas réfléchi? On a tous été choqués par l'assassinat du président. Et ça nous a permis justement de remettre en question dans nos analyses certains acquis démocratiques. Non seulement certains acquis démocratiques, mais aussi le droit à la vie et à la sécurité. Et qui sont justement des droits prévus on est toujours dans le battement du sujet, qui sont des droits qui sont garantis justement par la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 3, et tout le monde a droit à la vie. Donc si le président de la République, à ce stade, est victime de violation de son droit à la vie, et on s'est rendu compte qu'on a un État tellement faible que même le système de sécurité, le président, n'est pas garanti, il est légitime de se questionner sur le droit à la sécurité de manière générale en Haïti. Pour la population. Pour la population. Merci, M. Pélissier. Vous avez aussi droit à une réponse portant sur la question, mais j'aurais tout simplement aimé vous demander, en tant que bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, la place de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse dans vos observations. Non, c'est un dossier que l'on suit. Vous savez, dans toute situation, il y a ce qu'on appelle des cas emblématiques, qui traduisent en fait la réalité du système judiciaire. Chaque trimestre, et le prochain j'aurai le plaisir de partager avec vous, on publie en fait un rapport qui donne l'état des lieux des différentes enquêtes emblématiques à travers le pays. L'assassinat du président fait partie des cas emblématiques que l'on suit. Ensuite, Bâtonnet d'Orval. Effectivement, j'allais revenir sur ça, et le fait, par exemple, que le magistrat instructeur, le juge d'instruction, se soit dessaisi du dossier, si j'en crois, qui a été mis dans la presse, extrêmement inquiétant. Le fait qu'il y ait plusieurs juges d'instruction sur le dossier du président aussi, puisqu'on est au 5e peut-être ou 6e, si je ne me trompe pas, sur ces dossiers-là, alors que ce sont des cas qui traduisent en fait l'état à la fois de la société haïtienne, de l'appareil judiciaire. Je vous parlais du temps de la justice. Vous voyez, effectivement, 2021, juillet 2021, nous sommes à la fin de l'année 2023, on est toujours dans l'instruction. Dossier complexe, certes, mais là, le temps de la justice prend du temps. Dorval, pareil. Et il n'y a pas que ces dossiers-là. C'est plusieurs mois avant, plusieurs mois plus tôt. Donc voilà, et on n'est pas plus avancé, et même moins, je pense, sur le dossier du bâtonnier que peut-être sur le dossier du président. Et c'est là où, pour moi, c'est des obligations, effectivement,
des autorités de s'assurer que ces dossiers puissent avancer. Alors c'est des dossiers très complexes, mais que les moyens soient mis à disposition et qu'il y ait une volonté effectivement de les faire avancer. C'est un message quand le juge d'instruction se dessaisit d'un dossier aussi important. C'est pas un message positif. Mais il y en a d'autres. Hein. Je peux revenir 2019, Bel Air, massacre à Bel Air, 2018, La Saline. Vous revenez sur des moments. En fait, c'est des moments qui marquent en fait un pays, et c'est sur ces moments-là qu'il faut travailler. Et voilà. Et je vous dis que tous les trimestres, on fait un état des lieux de l'état ou de la lenteur du travail fait sur ces dossiers. Merci. Pour terminer, vraiment pour terminer, adopté dans un contexte particulier, un contexte de guerre mondiale, 75 ans plus tard, le monde a même des difficultés à respirer, tant il y a de conflits, tant il y a de violations des droits humains, tant il y a de massacres, de tueries pour diverses causes. Est-ce que vous croyez, M. Royer, qu'il y a lieu de célébrer le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Écoutez, ça me permet de conclure sur mon point de départ. Hein. C'était effectivement ce document. Donc, je voudrais dire aussi juste, il y a l'ambassadeur haïtien de l'époque qui a participé à l'endossement de cette déclaration. Haïti a joué un rôle important dans le bloc sud-américain pour que cette déclaration soit une déclaration universelle. On l'oublie aussi du rôle joué par les acteurs haïtiens de l'époque avec les acteurs sud-américains pour que cette déclaration soit ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire qu'un document qui est reconnu, endossé, donc connu à travers le monde, est-ce que c'est le moment? Je dirais plus que jamais. C'est grâce à ces visionnaires, ils avaient une vision où vous mettiez la dignité humaine au centre. Je vous parlais il y a quelques minutes de l'état, de la situation dans laquelle Haïti se trouve au niveau, je dirais, de la géopolitique mondiale. Certains, voilà, on sent qu'on perd cette vision. On ne va pas vers le progrès actuellement en matière de droits de l'homme. Mais je ne parle pas d'Haïti uniquement, je regarde ce qui se passe à travers le monde. Et si justement on ne rappelle pas cette boussole, qu'on oublie qu'on est tous égaux, quel que soit l'endroit d'où l'on vient. Moi, je viens d'Île Maurice, vous êtes haïtien, mais on est égaux. Peu importe l'endroit d'où l'on vient. Et ça, on l'oublie. Et le fait de le rappeler est quelque chose pour moi d'important et de déterminant. Chaque année, parce que il y a toutes ces choses qui se passent, pour moi, chaque année, ce 10 décembre est un moment crucial parce que ça permet de rappeler les grandes lignes directrices qu'une société qui se veut démocratique et qui se veut en défenseur de la dignité humaine doit absolument se rappeler. Monsieur Pellissier, tu as un peu haïtien qui a une vision, c'est ça, M. Royer se dit là, parce que tu as contribué dans la question de déclaration universelle, dans l'adoption, dans l'endorsement, si vous voulez, déclaration universelle des droits de l'homme. Je dis à ça n'a vivre en Haïti, je dis en termes de violation des droits de l'homme, des droits fondamentaux des humains, ou des Haïtiens, si vous préférez. Aucun mot pour décider nous, je dis, nos décideurs haïtiens. Justement, moi, je mettais en créole, et à un certain moment, nous avons participé avec dignité à la direction collective des affaires de l'humanité à travers Émile Saint-Lô, comme M. Royer vient de souligner, et dans l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été faite dans un moment crucial. Oui, ça c'est français, oui. Pour l'humanité. Excusez-moi. Et puis, maintenant, ça n'a pas traité là seulement. Après l'adoption de la déclaration, mais il y a tout un processus de mise en œuvre que Haïti était présent en dedans.
par exemple, la décolonisation de l'Afrique en 1960. Et si nous reculons encore, en 1948, avec la création de l'État d'Israël, Haïti était présent. Mais ça qui passé aujourd'hui. Haïti était présent. Est-ce que les puissances nous fait bac ou bien? Mais justement, c'est ça me dit que quand on a regardé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui c'est à la fois une plateforme, qui a un ensemble de droits, ok, son instrument de référence lié. Mais c'est ensuite il y a un processus de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a un aboutissement, son idéal que lié, commun. Donc, il y a des conventions, il y a des engagements. Je dis, par rapport à l'engagement, ça, nous faillit. C'est-à-dire nous avons un État qui institutionnellement affaibli. Est-ce que vous avez l'impression que nous avons besoin encore d'autres Émile Saint-Lô? En fait, nous n'avons pas besoin seulement d'autres Émile Saint-Lô, mais nous avons besoin tout, ça c'est sur le plan international, toute ça qu'il a fait, mais nous avons besoin tout sur le plan interne de nouvelles politiques publiques, de nouveaux acteurs. Parce que lorsque nous avons situé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut nous rappeler nous tout que chaque phrase dans la déclaration, chaque paragraphe, son appel à l'effort. Et c'est un dépassement de soi. C'est le résultat d'un effort collectif. Réalisation de droits, qui va parler de droits civils et politiques, droits économiques et sociaux. Donc, chaque mot, il répudie un fragment d'histoire. Donc, déclaration aujourd'hui, il demande pour nous réévaluer tête nous, resituer nous, et comme boussole, pour nous aller de l'avant. Merci. Vous avez tout compris? Oui. Eh bien, merci. Très bien. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Arnaud Royer, responsable du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Haïti, et Patrick Pellissier, directeur exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole, et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.